Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition, plutôt, on va parler au féminin, cette nouvelle édition de notre rendez-vous habituel, 1 heure avec Toast. L'idée derrière ce rendez-vous-là est vraiment de passer 1 heure pour jaser ensemble, discuter, approfondir des sujets et aller un petit peu plus loin sur tout ce qui touche le contenu. C'est enregistré en direct des bureaux de Toast et de chez notre ami Fabrizio que je vais vous présenter dans un instant. D'ailleurs, je vous le présente, Fabrizio Berrios-Bazo, stratège de contenu senior. Salut Fabrizio. Salut Alex. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je me présente moi-même, Alexandre Gravel, associé fondateur et j'aime bien dire éternel stagiaire chez Toast parce que j'essaie de toujours me mettre dans une posture d'apprentissage et puis c'est un peu ce que je veux faire avec des rockstars avec qui on collabore depuis très longtemps, Fabrizio aujourd'hui, me mettre dans une posture d'apprentissage et de découverte. Pourquoi? Ben, aujourd'hui, vous le savez, chez Toast, on travaille beaucoup en contenu. C'est une de nos spécialités. Et puis, on travaille d'un côté en stratégie de contenu, on travaille d'un autre côté en production de contenu aussi. Mais quand on parle de stratégie de contenu, ça nous arrive souvent de justement faire des mandats avec des clients. Et puis, on le fait depuis plusieurs années, puis on le fait depuis plusieurs années ensemble, Fabrizio. Et de travailler donc sur ces mandats-là et d'arriver à une liste de recommandations, une liste de bonnes pratiques à mettre en place, une liste de choses à faire, une liste de choses à implémenter. Mais sur une base régulière, on se retrouve dans une situation où on a fait ces recommandations-là, puis on vient faire un tour 1 an plus tard et tout n'a pas été mis en place. Il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles certaines des choses qu'on recommande puissent ne pas être mises en place. Mais puis on va en parler justement là, dans les prochaines 45 minutes, la prochaine heure. Mais l'idée aujourd'hui était vraiment de prendre un peu de temps pour discuter de façon légère et conviviale, c'est quoi les meilleures pratiques les moins implémentées? Donc, qu'est-ce qu'on recommande comme étant des bonnes choses à faire qui semblent justement être parfois difficiles ou sur lesquelles on peut retrouver des freins ou des bloquants dans les organisations qui font en sorte que côté contenu, côté stratégie de contenu, c'est pas toujours aussi facile qu'on voudrait. Puis ça, on le sait, hein? On le sait, on arrive des fois avec certains chantiers chez des clients, puis on le sait que ça va être difficile. Mais on ne peut pas ne pas le mentionner. On ne peut pas ne pas le mettre sur la table, le fait que c'est une chose qui devrait être améliorée, telle ou telle chose. Mais on sait que ça va demander soit de l'effort ou justement d'un peu de jeu politique interne ou différentes choses. Mais la discussion d'aujourd'hui est vraiment basée là-dessus. Donc, formule habituelle, un de nous deux va interviewer l'autre. Aujourd'hui, ça va être moi qui va interviewer Fabrizio. Fabrizio m'a envoyé ses notes qu'on a révisées, que j'ai regardées hier, qu'on a regardées ensemble hier. Je ne sais pas trop dans le détail exactement de ce qui va être dit, malgré que j'ai des petites idées, mais j'ai une liste justement de plusieurs éléments que Fabrizio m'a dit qui font partie des meilleures pratiques qui ne sont pas toujours les plus implémentées. Donc, Fabrizio, toi, quand je t'ai lancé ce défi-là, on s'est écrit il y a quelques semaines, je t'ai dit, est-ce qu'on se parle des affaires qui ne sont pas mises en place chez les clients? Tu as dit, bonne idée. Qu'est-ce qui t'est venu en tête tout de suite dans la réalité, justement, de notre posture d'accompagnateur en stratégie versus ce qui doit être fait? Ben, c'est sûr que une des difficultés des clients, c'est de voir qu'il y a plusieurs profondeurs aux plateformes sur lesquelles on exploite le contenu. On a tendance à voir, par exemple, le contenu comme quelque chose qu'on doit formater, mettre à quelque part, et on pense au résultat final de la chose. Donc, on va se dire, OK, moi, j'aimerais être présent sur telle plateforme, j'aimerais faire telle chose là-dessus, mais on ne sait pas nécessairement pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire. Donc, on vient pas nécessairement comprendre c'est quoi l'essence d'une plateforme, on vient pas nécessairement comprendre aussi c'est quoi la profondeur que ça peut nous offrir, puis les options qu'on pourrait avoir à même une même plateforme. Donc, ça, c'est la première des choses qu'on fait pas, parce que on se dit, OK, ben, on pense un peu pas à l'ancienne, mais on a une certaine façon de penser. On se dit, bon, mais j'ai un panneau d'affichage, je dois Mhm. mettre une publicité sur ce panneau d'affichage-là. Make sense, mais les plateformes ont tellement plus de profondeur, ont tellement plus d'outils pour engager avec une communauté, puis pour recréer et réutiliser le contenu, qu'on oublie souvent cet aspect-là, d'aller en profondeur, puis de réutiliser ce qu'on a.
Mais ça me fait penser parce que souvent, on arrive chez un client puis on se rend compte que l'accent est mis sur l'activité. Produisons, distribuons, regardons un peu quelques métriques et puis on recommence. Fait que toi, tu amènes cette notion de profondeur-là. Puis c'est vrai, puis j'ai réfléchi parce que dernièrement, on a certains clients, là, certains, on est arrivé avec, non pas parce qu'ils partaient de loin, mais parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Des fois, 8, 10, 15 chantiers potentiels qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin. Puis j'aime bien ce que tu dis, des fois on dit un petit peu plus loin, mais d'aller un petit peu plus en profondeur dans le contenu qu'ils produisent, dans l'approche qu'ils peuvent avoir face au contenu, dans la stratégie qui a été mise en place. Puis là, c'est ça, tu m'as amené 7 points que tu veux que tu veux aborder tout de suite. Puis le premier que tu mentionnes, c'est que quand tu as créé du contenu, tu te questionnes sur la sensibilité par rapport à comment je pourrais dire, tu as utilisé le mot multidimensionnalité des usagers. Tout de suite, je vais t'arrêter et je vais te demander, peux-tu nous définir ce que veut dire multidimensionnalité des usagers? Mais ce que tu mentionnes, c'est que les marques vont peut-être prennent pas assez conscience de cette chose-là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais c'est souvent quand on est dans notre, disons, paradigme marketing habituel, c'est qu'on a tendance à penser au consommateur et non pas à la personne. Et je fais une distinction très importante entre les deux. On va se faire des super plans marketing, on va partir avec un persona, ses habitudes de consommation, ses habitudes de faire. On va lui donner un univers, mais sans nécessairement penser que c'est une personne à part entière. On a souvent tendance à lui donner une seule facette qui est sa réponse face à nous, soit comme organisation, soit comme produit, et de dire cette personne, dans ce contexte précis, répond de cette façon à moi ce que j'essaye de lui vendre. Mais cette personne-là, cet espace mental qu'on essaye de lui créer, c'est peut-être 0,01% de sa journée. Cette personne-là n'est pas seulement acheteur de voitures, cette personne-là n'est pas Mhm. seulement détentrice de services sociaux, c'est un père, c'est une mère, c'est une personne à part entière qui pense à d'autres choses dans sa journée, qui a des aspirations, qui a des stress, qui pense probablement à sa journée de travail, qui se demande s'il a barré la porte aujourd'hui, se demande si le four est encore allumé en partant de la maison. Et donc, on a souvent tendance à Là, se tu viens de trigger quelques personnes qui nous écoutent, j'en suis ben, c'est sûr, qui se ça, disent, c'est j'ai-tu sûr. barré, j'ai-tu fermé le four, là? Euh, Les enfants vont-tu m'appeler aujourd'hui? Y a quelque chose qui va se passer à l'école? Donc, on a tendance, nous, à se dire, bon, ben, tu sais, cette personne-là, elle consomme de cette façon. Elle a 35 ans, puis elle achète les voitures quand elle a un revenu de 42 000. Mais on oublie que peut-être cette personne-là, elle a d'autres préoccupations. Peut-être que sa mère est malade. Donc, on oublie ça dans la création de contenu. Puis, on a tendance à souvent regarder notre propre nombril de mhm. marque, de créateur de contenu en fonction des paramètres trop carrés au lieu de se dire, ben, comment est-ce qu'un humain normal réagirait en voyant mon contenu? C'est comment est-ce qu'une personne normale, qui n'est pas un consommateur, mais vraiment juste une personne qui vit son quotidien, réagirait en voyant mon contenu? Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Ben, ça, tu vois, c'est une des choses, puis ça doit faire des années que je mentionne ça justement dans les formations qu'on donne, c'est la notion d'empathie. Puis l'empathie, c'est pas juste de savoir la réalité, c'est d'être capable de se mettre un peu dans leurs bottines aussi, puis de comprendre cette réalité-là, puis puis de réaliser que, un peu comme tu le dis, on est rarement la patente la plus importante dans la tête des gens qu'on veut rejoindre. Mhm. On va l'être peut-être quelques secondes quand il y a une situation précise, mais dans la vraie vie, on est rarement aussi important qu'on pense et faut se mettre un peu en création de contenu dans cette posture-là. Je pense que c'est toi des fois qui le mentionne. Dans la plupart des cas, on dérange les gens quand on arrive Oui, avec nos grosses bottines, là, absolument. peu importe si on Absolument. est empathique ou pas, ils voulaient pas de nous à ce moment-là. Puis on Mhm. arrive avec nos grosses bottines en disant attention, voici ce que je vais vous dire est hyper important. Oui, oui. Non, puis, tu sais, c'est que ces personnes-là, souvent, quand elles sont à la recherche de l'information précise parce qu'on doit convenir à leurs besoins, c'est là qu'ils la trouvent pas. Puis c'est un peu ça l'ironie de pas penser à la multidimensionnalité des gens, c'est que on a tendance à se dire, quand nous, on doit pousser un message, ces gens-là vont être à l'écoute. Mais quand eux ont besoin d'une information, est-ce que nous, on est à l'écoute? Est-ce que nous, on a la capacité aussi de leur répondre immédiatement, puis de répondre à leurs besoins en contenu quand eux viennent nous chercher?
Parce que peut-être 99% du temps, on va essayer de s'introduire dans leur espace mental, ou comme je dis, dans leur salon, mais le 1% de fois qu'ils veulent savoir une information, que ce soit des ordres d'ouverture, que ce soit une politique de remboursement, que ce soit le besoin d'utiliser un produit d'assurance, par exemple. Est-ce que j'ai les outils pour aller justement combler ce 1%-là? Souvent, c'est plus difficile en termes de contenu parce qu'on est toujours en push puis on n'est jamais en pull à ce niveau-là. Ça, c'est. Puis, tu sais, souvent, des fois, il faut revenir un peu au 101 à la base. Puis ce que tu mentionnes juste là, c'est exactement push et pull que j'avais en tête. C'est cette idée que on a tout le temps l'impression qu'on est en train de produire des nouveaux contenus et de les déployer, de les distribuer, de les, d'en faire l'exploitation. Donc, on se met dans une mentalité de voici mon contenu, vite consommez-le maintenant. Mais la Mhm. notion de garder cette importance-là, de se dire est-ce que les contenus que je produis vont être disponibles au moment où quelqu'un va en avoir besoin? Ça, c'est vrai qu'il y a très peu de marques. Puis on le recommande, puis on en parle beaucoup. On parle de bibliothèque de contenu. Il y a plein de formules qu'on utilise justement pour mettre ça en place. Puis c'est quelque chose qui est dur. Des fois, c'est culturel de se dire non, 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 moi, je pousse Mhm. du contenu vers l'extérieur, mais de se dire, de se mettre dans une position où la marque a du contenu et elle le rend disponible aux gens lorsqu'ils en ont besoin. Ça, c'est vrai que c'est un des chantiers qu'on propose, une des meilleures pratiques qu'on propose souvent. Tu sais, c'est souvent, c'est un peu une déformation professionnelle de notre part. C'est qu'on travaille tellement avec notre entreprise, puis on veut tellement qu'elle ait du succès, qu'on passe toujours à réinventer ce qu'on produit, ce qu'on fait. On a un peu la face, dans le fond, dans le livre, si on veut. Puis on oublie que les gens pensent pas nécessairement à nous. Puis s'ils pensent pas à nous, eux, c'est peut-être la première fois qu'ils tournent les pages de ce livre-là. Ou même, c'est la première fois qu'ils ils ont déjà tourné la page, mais ils l'ont oublié parce qu'il y avait 10 autres contenus qui lui sont arrivés dans la minute. Donc, c'est important de justement permettre cet espace mental-là aux gens, puis de leur donner la capacité. Puis c'est là que je parle justement de fonctionnalité des plateformes, si on se ramène à ce qu'on disait au début, c'est que vous avez par exemple Instagram où vous avez des stories à la une, vous avez la possibilité de toujours avoir votre espèce de front de magasin. Le site web, on a souvent des bannières, on a tendance à se dire, ah ben la bannière, personne clique dessus, tu sais, je vais mettre à peu près n'importe quelle information, mais peut-être que c'est là, cette bannière qui est présente à l'ouverture du site où on peut mettre, vous avez des questions, voici, et on redirige vers la FAQ. À la fin d'une infolettre, c'est la première fois que vous interagissez avec nous. Voici les plus importantes choses à savoir sur nous. D'avoir toujours cette espèce de réflexe de se dire, on a de l'espace dans les propriétés qu'on crée pour mettre ce nouveau contenu de base. Mm-hmm. Utilisons-le pour que les gens n'aient pas à faire d'efforts quand ils cherchent à interagir avec nous. Ouais, puis quand je vais utiliser les mots que tu viens de dire, quand les gens cherchent à interagir avec nous, Mhm. parce que cette notion-là, on l'oublie. On l'oublie, elle est dure à implémenter. Je suis en train de rédiger un article pour l'infolette de la semaine prochaine, puis justement, il y a un des aspects, c'est toute cette notion de beaucoup d'organisations recherchent des résultats immédiats. Ils veulent des métriques immédiates. Donc, ils veulent les métriques classiques auxquelles on peut penser. Mais en réalité, dans beaucoup de cas, ce qu'on veut, c'est préparer le terrain pour que lorsque quelqu'un en a besoin, tu viens de mentionner l'arrivée de quelqu'un sur le site web. Si quelqu'un arrive sur notre site internet parce qu'il cherche ou il ou elle cherche quelque chose, Exactement. assurons-nous de le mettre à sa disposition, puis il n'est peut-être pas toujours en train de chercher la dernière promo ou le rabais du moment. Il y a peut-être quelque Mhm. chose de différent, puis ça va varier d'une organisation à l'autre, mais de se mettre dans cette réflexion-là, ça peut être important. Non, tu sais, puis combien de fois, Alex, ça t'est arrivé, je suis sûr que tu arrives à quelque part, puis tu te dis, je vais acheter un cadeau. Je veux juste savoir c'est quoi la politique de remboursement. Introuvable. Hmm. Introuvable, il faut cliquer sur l'item une fois qu'on est rendu dans le panier, puis une fois dans le panier, ça dit remboursement 30 jours, mais il faut que tu payes le shipping de remboursement. Mais on est tellement loin dans le parcours consommateur à ce moment-là qu'on vient de perdre cette personne qui aurait eu un réflexe d'achat si sa première réponse avait été comblée. Et c'est ce genre de choses-là qui sont innées à une business, c'est-à-dire la politique de remboursement ne changera pas à moins qu'on décide de changer toute notre stratégie d'affaires. Donc à ce moment-là, ben, il faudrait le mettre de l'avant parce que la personne cherche ce type d'information. Le nombre de fois que je suis à la recherche d'un contenu, bon, tu parles, mettons, politique de remboursement ou de retour ou autre, que je me Mhm. rends sur le site web d'une organisation, première chose que je fais, je pars à scroller vers le bas. Pourquoi? Parce que je vais aller dans le footer, parce que c'est là que je vais trouver le contenu que je cherche.
Et là, je vais être passé par-dessus plein d'affaires que cette marque-là va me dire, mais c'était pas ça que je cherchais. Évidemment, on peut pas deviner l'intention de tout le monde, mais des Non. fois, c'est un peu creux. C'est un peu loin. Puis là, après ça, je me mets à sacrer contre les Infinite Scroll puis tout ça, là. Puis tu finis jamais par te rendre au bas de Mais la non, c'est page. Ça, ça. c'est un autre dossier, on en reparlera. Mais justement, ce côté, je suis à la recherche d'un contenu et j'aimerais ça pouvoir le trouver. Mais ça m'amène à ton deuxième point. Est-ce que parce que là, on parle de site web, tu as parlé un petit peu d'Instagram, tu as parlé un peu de courriel, toutes des belles plateformes de contenu avec Mhm. chacune souvent des utilités ou des intentions assez précises sur leur rôle. Ouais. Mais tu mets en ce moment, tu lèves le drapeau sur une autre des meilleures pratiques qui n'est pas toujours implémentée, c'est l'utilisation de toutes les bonnes fonctionnalités des plateformes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est ça. Les plateformes ont beaucoup changé à travers le temps, puis il faut blâmer ou remercier TikTok pour ça, c'est sûr et certain. Mais chacune des plateformes a essayé d'implanter de plus en plus une multidimensionnalité à celle-ci. Il y a une recherche qui a été faite, à prendre avec un grain de sel parce que c'est YouTube qui a fait cette recherche, mais qui dit que 72% des usagers préfèrent rester sur une même plateforme pour tous leurs besoins de contenu. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Chine avec les super plateformes comme WeChat, Oui. où les gens sortent plus du même environnement. C'est un environnement qu'ils connaissent, ils sont habitués. On leur offre la pluralité des contenus à même cette plateforme-là. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus arriver en Amérique du Nord, que ce soit avec Instagram, où vous avez, oui, encore une fois, le fil d'actualité, les stories, mais vous avez les Reels, qui sont un algorithme différent, qui sont une découvrabilité différente. Puis si on continue sur l'exemple d'Instagram, ben, c'est à peu près 60 minutes par jour par usager qui sont passés sur Instagram. Mais 30 de ces 60 minutes-là sont passées sur Reels et 20 minutes sont passées sur Stories. Vous avez donc 10 minutes seulement de gens qui scrollent sur le fil d'actualité principal. Donc, on perd tout un 30%, presque 50% d'usagers potentiels à ne Mhm. pas exploiter cette fonctionnalité-là de la plateforme. D'autant plus que si on prend la recherche de Google et on l'extrapole un peu, beaucoup d'usagers veulent rester au même endroit. OK, je suis tanné de passer des photos, je vais aller voir c'est quoi les nouveautés sur Instagram Reels. L'usager est conscient que c'est un autre type de découvrabilité, Instagram aussi d'ailleurs. Et après, ah ben je suis tanné de regarder des Reels. Qu'est-ce que mes amis font en ce moment? Peut-être que j'ai des plans ce soir. Je regarde mes stories. C'est trois comportements complètement différents sur une même plateforme. Et on a tendance à l'oublier, ça. Tu sais, on va se dire, ah ben j'ai fait mon post Instagram, j'ai fait un format carré, c'est fini. Puis finalement, tu sais, ça mimique pas du tout ce que nous-mêmes on fait à tous les jours. Mais, OK, puis là, je lève ma main là, au nom de plusieurs peut-être qui sont en train de nous écouter puis qui disent oui, mais Fab, on est quatre dans l'équipe, là. On est déjà sur 6 plateformes, là, puis tu nous dis d'en rajouter. Comment tu veux qu'on fasse ça? C'est impossible pour nous. Ben, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on est arrivé à un point, pas de saturation, mais de maturité dans les plateformes sociales spécifiquement, où le nombre d'usagers mensuels n'est pas croissant comme il était à une époque, où donc on avait besoin d'un grand volume de personnes qui publiaient beaucoup. La, Ça, c'est à prendre avec un grain de sel, mais la notion veut que c'est à peu près 90% de gens qui regardent du contenu pour 10% de créateurs. Donc, OK. évidemment, quand on a un petit volume de créateurs de contenu, ils doivent pousser beaucoup, beaucoup de contenu pour satisfaire cette masse de gens invisibles qui publient pas beaucoup. Ouais. Mais on est arrivé à une certaine maturité où il y a assez de gens qui créent du contenu pour satisfaire le besoin de la masse sans qu'une même personne fasse beaucoup, beaucoup de volume. Et c'est ça qu'on a tendance à se dire, on a tendance à prendre avec un grain de sel, puis je vais revenir à ton point, Alex, les espèces de bonnes pratiques qui ont été développées en 2012, 2014, 2013, Oui. 2015, 2016, où c'était comme, ah, il faut publier 3-5 fois par jour, il faut publier à tous les jours. Oui, à une certaine époque où il n'y avait pas une maturité des plateformes sociales, puis il y avait toujours des nouveaux usagers. Là, on parle au même monde. Donc, il faut se concentrer sur le storytelling de la chose. Il faut se concentrer sur comment est-ce qu'on peut amener une valeur ajoutée à l'usager et pas lui pousser du contenu pour qu'il se rappelle de nous. De toute façon, et ça, c'est bon pour Instagram, c'est bon pour TikTok et c'est bon pour YouTube Shorts aussi, c'est de la découvrabilité à travers l'algorithme et non plus de la découvrabilité à travers le following. C'est un Oui. gros changement de paradigme. Avant, je signifiais à la plateforme que je voulais voir plus de toi en m'abonnant.
Maintenant, la plateforme me pousse plus de toi si tu trouves ça intéressant. Donc, Ouais. super gros changement où on peut se permettre de publier moins, tant et aussi longtemps qu'on est intéressant et consistant. Ben, avec ce que tu viens de dire, puis on en parlait l'autre jour, je pense justement ici au bureau, tous ensemble, puis mais tu sais, on meurt un petit peu en dedans à chaque fois qu'il y a un client qui nous dit je veux augmenter ma base de followers, puis j'ai reçu des objectifs de X% d'augmenter mon fan base. En plus, quand ils utilisent d'autres termes, c'est particulier aussi, ça fait encore un peu plus mal. Mais il y avait, puis là, il faudrait que je le retrouve, là, mais il y avait justement, là, c'est le death of followership, C'est c'est vraiment ça. l'algorithme qui va s'en occuper à notre place maintenant. Ça c'est très, très vrai. Et ça fait en sorte que, justement, quand tu dis d'utiliser les fonctionnalités des plateformes, c'est de se baser sur cet algorithme-là qui va faire en sorte que, puis tu nous mentionnais des exemples l'autre jour même, mais un contenu va peut-être repartir un mois plus tard. Parce Oui. que l'algorithme va avoir décidé que, oh, je pense que là, il y a plusieurs personnes je regarde le comportement, puis ils ont peut-être le goût de voir ça. Tu dis que c'est vraiment un shift un paradigm shift Absolument, euh, absolument. qu'il faut il faut mettre dans la tête des équipes. Souvent, sont peut-être sensibilisées à ça, mais des fois, les dirigeants ne le sont peut-être pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, pour reprendre cet exemple-là des contenus qui reviennent un mois plus tard, c'est que si on creuse plus loin encore dans les fonctionnalités, on veut de plus en plus créer cette espèce de notion de rabbit hole, de profondeur de contenu pour aller chercher des gens et des niches qui sont très engagés. Ultimement, n'importe quelle plateforme sociale veut augmenter le temps passé sur la plateforme. Comme je vous dis, on est arrivé à une maturité en termes d'usagers. Donc, si on peut plus vendre de nouvelles paires de yeux, on va vendre plus longtemps les paires de yeux plus engagées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il y a des fonctionnalités comme la réponse vidéo, comme la co-création, donc une personne side by side, comme on est en ce moment, par exemple. Mhm. Et donc, ces fonctionnalités-là vont créer une profondeur de contenu qu'on va pouvoir exploiter. Et c'est peut-être là que le contenu d'un mois va revenir parce qu'il y a une personne qui a parlé, disons, de ton restaurant il y a un mois. Tu viens de te mettre sur la plateforme ou tu viens de t'allumer qu'il faut que tu fasses ce genre de choses-là. Tu réponds à une vidéo, à son vidéo en disant « Ah, merci beaucoup pour ton review. D'ailleurs, on a sorti 2 nouvelles saveurs de ce jus ou de cette recette. Venez nous visiter. » Et là, toi, tu gagnes de l'attraction. Les personnes cliquent sur la vidéo originale pour comprendre d'où ça vient ça. Le review original reprend de l'attraction aussi. Et c'est une espèce de cercle bénéfique où finalement, on a créé beaucoup plus de contenu ou beaucoup plus de paires de yeux sur du contenu sans nécessairement être dans une logique de spamming et de publication à tous les jours. J'ai pas dit à tous les jours, regarde ma nouvelle saveur. J'ai pris ce Mhm. que la communauté a déjà dit. Oui. Je lui ai donné un boost de visibilité et l'algorithme s'est occupé du reste. Puis je vais finir là-dessus, mais les gens sont très fiers de leur algorithme. C'est-à-dire que je l'ai personnalisé, moi, là. J'ai travaillé là-dessus. Tu sais, j'ai liké, j'ai partagé, j'ai commenté les choses que j'aime, puis là, j'ai juste des trucs le fun sur mon algorithme. Ça, c'est quelque C'est chose vrai qui que revient beaucoup. les utilisateurs deviennent de plus en plus connaisseurs et savants par rapport à Mhm. ça. Oh non, je ne regarderai pas ça 3 fois de suite parce que là, l'algorithme va penser que ça m'intéresse pour vrai, mais en réalité, c'était juste un petit moment C'est un ça, petit un petit moment de égarement que curiosité. je me suis fait ou j'oublie mon téléphone ouvert puis il se met à jouer des affaires puis je me dis, oh non, je vais tout avoir défait ma personnalisation et tout et tout. Bon, c'est peut-être juste moi, là, mais Non, euh, non. je vois, tu sais, on t'a mentionné plusieurs plateformes sociales. As-tu vu des choses un peu qui vont dans ce sens-là par rapport à LinkedIn? Je vois dans le live, il y a Emmanuel qui pose cette question-là. Y a-tu, on dirait que LinkedIn est des fois un peu le dernier réseau à implémenter des choses. Justement, il est plus, j'allais dire pépère, mais c'est pas ça du tout, Pas là. ça du Mais tout. Pas ça du tout. c'est comment, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Ben LinkedIn, c'est pas nécessairement une bête en soi parce que LinkedIn a les mêmes objectifs que les autres plateformes sociales, c'est-à-dire garder les usagers les plus longtemps sur la plateforme. Mhm. Et ça, ce que ça veut dire aussi, c'est les amener le moins possible ailleurs. Je pense qu'une des fautes graves qu'on fait, encore une fois, quand on dit exploiter au maximum les fonctionnalités des plateformes, une des fautes graves qu'on fait, c'est de se dire, ah, ben, je peux plus partager des articles sur Facebook ou, tu sais, les gens cliquent vraiment moins sur Facebook. Je vais mettre ça sur LinkedIn. Hein? Je vais être froid comme ça parce que LinkedIn, justement, offre la possibilité de créer des articles, offre la possibilité maintenant de faire de la vidéo, offre la possibilité aussi de mettre des PDF à même la plateforme. Tout est aussi longtemps
que tu gardes les gens dessus, LinkedIn est content. Et les comportements sont différents sur LinkedIn pour une seule raison, parce que c'est souvent un des seuls réseaux sociaux qui n'est pas bloqué dans les milieux de travail les plus conservateurs. Et c'est Mhm. aussi, ça a été intégré d'une manière routinière dans les habitudes des gens. Sur LinkedIn, il y a 3 pics d'activité. Le lundi matin, le jeudi après-midi et des fois le mercredi midi ou le vendredi matin. Ça dépend du moment de l'année, si c'est l'été ou pas, par exemple. Parce que c'est des moments où les gens veulent soit arriver au travail, commencer leur semaine. Tu sais, je regarde mes courriels, je commence ma semaine, c'est quoi les actualités du jour de l'industrie. Et des moments où les gens veulent un peu moins travailler. Genre jeudi après-midi, bon, je vais prendre une petite pause avant mon 5 à 7. Vendredi matin, ça me tente pas Ouais. trop. Donc, et ça, c'est très comportement conservateur. C'est très, dans leur tête, c'est moins mal vu d'être sur LinkedIn, de prendre une pause sur LinkedIn que de prendre une pause sur Facebook. Parce qu'il y a toujours cette espèce d'excuse, si on peut, là, si on va se le dire entre nous, là. Mhm. Ah ben non, j'ai regardé une nouvelle tendance de l'industrie. Tu sais. Je lisais un Oui, article c'est ça. super intéressant. Fait, tant mieux, tu sais, c'est un comportement qu'on peut aller chercher, mais les gens veulent prendre une petite pause des fois au travail. Et puis c'est là que, tu en parlais tantôt, exploiter les fonctionnalités au maximum, la multidimensionnalité des usagers. Quand tu mets tout ça ensemble, chaque réseau a un peu sa raison d'être. Puis c'est pas juste une question Mm. de format, de version carrée, version rectangle, comme ça peut être il y a 10 ans. Puis tu sais, ça m'amène à ton prochain point. Tu mentionnes dans le point suivant, ton troisième point, le fait que les marques, par rapport aux recommandations que tu fais par rapport à travailler en format versus en storytelling. Donc, tu Mhm. as quelque chose justement par rapport à ça qui est une distinction entre les deux, c'est ça? Mais absolument, parce que ultimement, c'est les mêmes personnes, surtout si on fait affaire seulement au Québec. C'est petit le Québec. C'est les mêmes personnes qui Mhm. sont sur les mêmes médias sociaux. Il y a une nouvelle étude de Léger qui a été faite. C'est des croisements. Une personne a en moyenne 3 médias sociaux, 3 plateformes sociales. Donc, à ce moment-là, et maintenant d'autant plus parce que, par exemple, Instagram appartient à Meta, donc tu peux te connecter avec ton compte Facebook, tu n'as pas besoin de faire l'effort de créer un compte, etc., etc. Donc, ça veut dire que les gens, si tu penses par format, genre mon image, je l'ai faite en horizontal, puis après je l'ai faite en vertical, ben la personne n'a pas de raison de te suivre partout. Elle n'a pas de raison de savoir pourquoi est-ce que tu serais sur une plateforme ou une autre si ultimement elle voit le même contenu. Alors que si on prend en considération ce que les plateformes t'offrent comme profondeur de fonctionnalité, on peut créer un storytelling. Puis faisons l'exercice ensemble aujourd'hui. Moi, j'ai un article super intéressant sur une nouveauté dans l'industrie de la machinerie lourde. Mhm. Ben, sur LinkedIn, je peux faire un article écrit où je détaille c'est quoi les nouveautés, comment ça fonctionne, etc. Mais il y a quelqu'un qui m'a aidé à écrire cet article-là. Cette personne-là, c'est un expert, c'est la personne qui a amené l'innovation. Là, je le mets sur caméra. La personne nous parle un peu de pourquoi, comment l'innovation s'est faite. Ah, tout d'un coup, j'ai une vidéo d'1 minute. Je peux mettre ça sur Instagram Reels, où il y a une belle découvrabilité. Ou je peux Mhm. mettre ça aussi, on serait étonné, sur TikTok, parce qu'il y a une niche de gens qui sont peut-être des étudiants en ingénierie, qui voudraient comprendre c'est quoi les nouvelles innovations, l'électromagnétisme en machinerie lourde, je sais n'importe quoi. Et là, on se dit, c'est poussons-le au maximum, cette espèce de storytelling-là. Ben, pourquoi pas, on prend quelqu'un d'autre dans le domaine, puis on fait une entrevue, 2 personnes, on les assoit 10 minutes. Ah, tout d'un coup, on a une vidéo pour YouTube de 10 minutes et on a les clips des meilleurs moments de cette entrevue de 10 minutes qu'on peut aller pousser en YouTube Shorts. Et là, on vient de faire avec un même sujet 4 plateformes sociales, une dizaine de contenus avec un effort de production, disons, unique. Parce qu'on Oui. n'est pas venu se dire, puis ça, Alex, je pense que tu peux m'en parler un peu plus, mais c'est toujours moins cher un tournage d'une journée Oui. que d'aller refaire puis re-shooter le même sujet. Les intervenants aussi ne sont pas nécessairement chauds à ce moment-là. Ben, cette idée de vraiment maximiser l'exploitation d'un contenu, là, je pense que tu viens d'en donner un exemple euh, assez clair. Puis ça, moi, j'aime l'idée que tu associes à cette notion-là, parce que cette notion-là, tu sais, on en a parlé depuis longtemps en disant faites 10 contenus avec une prod, tu sais, du 10 pour 1, etc. Mais ce que je trouve intéressant que toi t'amènes, c'est cette notion du storytelling de ces 10 contenus-là. C'est que je sois intéressé
à consulter à la limite, que si je suis en contact avec ces 10 contenus-là, ben, qu'il y ait non pas une séquence, mais qu'il y ait une complémentarité. C'est pas juste une répétition sur une plateforme et sur une autre. C'est vraiment, il y a une complémentarité, il y a une continuité à la limite. Peut-être qu'un contenu m'amène vers un autre de façon très claire, mais il y a cette notion de storytelling, d'avoir un fil rouge à travers ces différents contenus-là qui sont pour le même sujet. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas fait. J'imagine, je le sens, ça doit pas être facile à faire, ça doit pas être facile à réfléchir. C'est encore là un changement de culture ou d'attitude à avoir. Moi, tu me dis ça, j'ai l'impression, oh boy, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va être long, on va jamais réussir, fait qu'on va revenir à nos vieilles habitudes. C'est peut-être un peu ça qui arrive des fois, là. Mais la valeur est là. Non, puis c'est souvent plus simple Oui, c'est compliqué au début de changer l'habitude, mais dès qu'on prend l'habitude de penser à comme une salle de nouvelles finalement, tu sais. Puis ceux qui ont étudié en journalisme ou ceux qui ont étudié en communication, qui ont un cours de journalisme le savent, une nouvelle peut être traitée de tous les angles différents. On peut aller chercher plusieurs bribes d'informations puis plusieurs complémentarités. Dès le moment où on se dit, OK, je vais faire une question-réponse pour le contenu que je veux créer. Si on est capable de faire une question-réponse, c'est qu'on est capable de créer une histoire à travers cette question-réponse-là. Si tu me dis le sujet, c'est l'électromagnétisme, tu sais, dans la machinerie lourde, par exemple, ben, il y a 10 questions qui vont sortir. Ça quoi, ça fonctionne comment, etc., etc. Puis de toutes ces questions-là qu'on s'est fait, on est capable d'aller faire notre histoire, puis de se dire, bon, ben, ça c'est plus fort, ça c'est plus niché, à tel moment on va le placer. Et quand je parlais de co-création tout à l'heure, que les plateformes nous obligent même presque à faire de la co-création parce que il y a toutes ces fonctionnalités-là de réponse en commentaire, par exemple, ben, de déjà l'avoir prévu un peu dès le début, on est pas mal pris, puis on se dit, ah ben je l'attendais cette question-là, j'avais déjà une réponse de prête, puis on a l'air d'avoir fait un dialogue, mais c'est un peu arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Oui, mais souvent, puis on se le cache pas, les gens ont les mêmes questions. Donc, c'est correct aussi. C'est pas. On est deep aujourd'hui. On a les mots multidisciplinaire, multidimensionnalité, et on parle d'électromagnétisme aussi. Oui, c'est Donc, ça. oui, vous êtes encore au plus récent épisode de Une heure avec Toast. On parle de contenu ici, juste pour attraper ceux qui sont peut-être arrivés un petit peu plus tard. Tu mentionnes dans tes notes aussi, puis là, je suis curieux de t'entendre sur ce que tu veux dire. Que les entreprises ont trop tendance à voir le produit fini avant l'idée de communiquer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais ça, écoute, ça, c'est la faute. Parce que nous, les équipes de communication, que ce soit dans une agence ou une entreprise, on est tributaire un peu de la demande de quelqu'un qui gère un projet qui doit prendre forme. Et des fois, la personne avec qui on fait affaire, la personne qui veut le projet final, ultimement, n'a pas nécessairement des notions de communication, en plus des notions de ce que cette personne-là est exposée dans son environnement. Donc, on va dire, par exemple, ah, il y a une nouveauté, ben, j'aurais besoin d'une affiche. Il n'y a pas de réflexion derrière, et puis c'est tout à fait normal, parce que cette personne-là, c'est pas son métier, de penser à comment est-ce qu'on pourrait vraiment satisfaire le besoin de cette personne qui vit d'autres choses dans sa journée, qui fait d'autres choses dans sa journée, pour aller chercher justement son attention. Souvent, le demandeur va dire, j'ai besoin d'une affiche, et que ça soit par manque de temps, par politique interne, par manque d'arguments à l'interne, parce qu'on n'a pas nécessairement mis sur papier notre stratégie, puis comment est-ce qu'on veut aborder les gens avec qui on veut communiquer. On va dire, tu as besoin d'une affiche? Parfait, je te fais une affiche. Et c'est après, en réfléchissant un peu, ou une fois que cette affiche-là est produite, par exemple, qu'on va arriver, puis on peut dire, ah ben ce serait pas fou, on aurait dû le faire sur Facebook aussi. Puis c'est là qu'on fait du format, parce qu'on n'a pas nécessairement pensé à ce que la personne voulait, comment elle voulait. On a simplement répondu à un besoin d'entreprise. Et on décline. Puis on décline, voilà, tout simplement. OK, puis tu sais, depuis tantôt, puis j'imagine pour ceux qui écoutent, les gens voient pourquoi ce sont des meilleures pratiques qu'on recommande, mais qui ne sont pas toujours implémentées parce qu'elles demandent un effort à être implémentées. Elles demandent un changement un peu dans la façon de faire. Elles demandent un peu de changement dans l'attitude qu'on va avoir par rapport à notre contenu. Puis là, tu viens d'en rajouter une couche en disant qu'il faut en plus travailler peut-être un petit peu différemment ou un peu mieux avec les autres parties prenantes dans l'entreprise, pas juste entre nous autres. Fait que c'était le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de se mettre la barre très, très haute en termes des meilleures pratiques, mais avec
un niveau d'effort à y mettre dans certains cas. Ça sonne plus complexe que ça l'est. Parce que quand on a établi une stratégie qui est cohérente puis bien documentée, souvent ça devient l'espèce de one-pager qu'on peut aller donner à nos parties prenantes pour dire, je suis pas un studio de production graphique. Le produit fini, c'est le bout d'une réflexion, qui voici comment notre réflexion existe, voici pourquoi on l'a fait. Nous, on connaît les personnes avec qui on veut communiquer, ou on connaît c'est quoi. Les gens nous le disent de toute façon, tu sais. Puis je prends une parenthèse là-dessus. On a la chance d'avoir, surtout quand on est présent sur les plateformes sociales, ou même si on a un bouton d'interaction dans notre infolettre, ou ceux qui ont un petit chat on the side sur leur site aussi, on a du feedback direct des clients. Les gens nous le disent ce qu'ils veulent savoir. Les gens nous le disent comment est-ce qu'ils veulent qu'on communique avec eux. Oui. Les gens nous le disent s'ils sont tannés de nous entendre. Donc, quand ça c'est documenté, quand ça c'est bien dit, souvent les parties prenantes vont dire, ah, OK, au lieu de dire, j'ai besoin d'une affiche parce que j'ouvre un nouveau jeu d'eau aquatique, je vais dire, ah, ben, j'aimerais ça que les parents sachent que j'ai un nouveau jeu d'eau aquatique. Ce qui est un énorme changement de paradigme, si vous me permettez le mot. C'est un énorme changement parce que la partie prenante, voit pas nouveau parc aquatique, venez, voit, je dois parler à des parents qui sont occupés, peut-être que toi, tu saurais quoi leur dire. Et là, on vient de changer complètement la façon d'aborder la création de contenu. Donc, c'est de faire cette éducation, ou du moins de l'écrire, parce que nous, on est conscient à qui on parle, pourquoi on leur parle, etc. D'avoir un one-pager, puis de le distribuer à l'interne, c'est toujours pratique. Mais de la sensibilisation par rapport à justement l'impact possible versus la perception des fois qu'une équipe marketing, puis c'est dans le cas dans beaucoup d'organisations qu'elle est simplement un studio de production de livrables. OK. Fait qu'on rajoute le mot paradigme. Multidimensionnalité. C'était quoi l'autre? Électromagnétisme. Paradigme. Vraiment, on pourra jouer une belle partie de Scrabble après ça. Le prochain point que tu mentionnes, c'est la sensibilité de plusieurs marques par rapport à leur compétition, qu'elles ne connaissent pas leur réelle compétition. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que on a tendance à regarder le marché comme une entité un peu supra, où on se dit, ben, on existe juste dans le marché. Donc, moi, je suis une pharmacie, j'existe juste dans l'univers des pharmacies. Ou si on est un peu plus poussé, j'existe juste dans l'univers des biens et de produits de consommation. Mais si on se ramène à la notion de base qu'on discute, les gens, ils s'en foutent de ça. Ils savent pas dans quelle catégorie ils magasinent. Des fois, ils ont habité dans d'autres endroits dans le monde. La pharmacie au Québec, la pharmacie en Alberta, c'est pas du tout le même genre de produits qui sont vendus dedans. Donc, on peut pas catégoriser que toi, tu es un consommateur de pharmacie ou que toi, tu es un consommateur d'épicerie. T'es une personne à part entière avec un certain budget puis un certain revenu disponible. Il faut le voir plus par besoin des gens. Et là, c'est là qu'on rentre dans la notion on a tendance à se dire, ben, je suis le meilleur dans le contenu de produits financiers. Il y a personne comme moi. Mais finalement, il y a personne comme toi dans le produit financier, mais ailleurs, les autres catégories, on va les appeler comme ça, font du contenu tellement beaucoup plus engageant, plus en fonction de la réalité des personnes, que finalement, ton contenu, c'est peut-être le meilleur dans le produit financier, mais il passe inaperçu parce que, ultimement, ailleurs, c'était mieux fait. Puis, tu sais, ça, je pense que tout le monde dans l'audience va se reconnaître là-dessus, mais à un moment donné, on oublie tout ce qu'on a vu comme contenu. On oublie tout ce qu'on a vu comme contenu. Puis, pour vous donner un exemple rapide, sur TikTok, la moyenne passée en 2023, c'était à peu près 90 minutes par jour la séance moyenne sur TikTok. Ouais. C'est 1h30 de sa vie à regarder des contenus. Ça représente à peu près 278 contenus différents par jour, par personne. Et ça, c'est entre tout le reste j'ai parlé à mon voisin, puis ma blonde a vu que je lui achète du gâteau, puis je sais pas quoi. Fait que de se dire qu'on est les meilleurs de notre catégorie, ultimement, c'est bon pour se benchmarker, c'est bon pour aller voir notre boss puis faire comme, regarde, tu sais, on se débrouille bien, puis on a une bonne façon de faire, mais il faut se rendre compte qu'on n'est pas seulement en compétition contre nos compétiteurs, on est en compétition contre tout le monde dans l'économie de l'attention. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend de comment on le voit, ça veut dire qu'il faut être un peu plus extraordinaire dans notre contenu, ou du moins être dans des endroits où personne n'est encore, d'où, encore une fois, exploiter les plateformes à leur maximum.
Puis quand on parlait tantôt, tu sais, la boucle est presque complète dans la mesure où quand on parlait tantôt de la diversité des réalités que les audiences avec lesquelles on veut interagir vivent, ben, c'est de regarder c'est quoi les overlaps. On dit qu'on est les meilleurs en contenu financier, mais c'est quoi l'overlap avec notre audience de ce qu'ils voient eux le plus souvent? Puis peut-être que c'est une bannière X ou Y en retail, puis si eux sont bien, bien, bien meilleurs que nous, malgré notre championnat de contenu financier, ben, on se trouve à être comparé aux yeux de ces gens-là entre deux trucs qui ne sont pas dans la même industrie. Fait que j'aime ça quand tu dis que plusieurs marques ne réalisent pas la compétition contre laquelle ils doivent justement, je ne veux pas dire se battre, mais avec laquelle ils sont en En interaction. relation. Oui, puis tu sais, prenons, il y a des stéréotypes dans les industries, je veux dire, puis pour prendre le plus fort, c'est comme les vendeurs de chars, c'est tous des crosseurs. Ça, c'est Mhm. un stéréotype de l'industrie. Mais si moi, je suis un vendeur d'auto-usagers, je parle avec une strike de moins. Parce Oui. que quand je fais mon contenu, si je fais juste du contenu comme tout le monde en fait, ben là, à ce moment-là, les gens, ils vont juste passer outre. Ah, un autre vendeur de chars qui veut me passer une vite sur le financement. Puis, si on reprend Mhm. l'exemple des produits financiers, c'est la même chose. Les banques au Canada font du contenu très, très conservateur, avec une image de marque très forte. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que si moi, je vois un contenu un peu à saveur financière, mon premier réflexe, c'est de dire, ah, ça va être plate, je passe à d'autres choses. Donc, il faut Ouais. se remettre en tête, comme tu dis, Alex, cette espèce de strates où on évolue, puis où est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on doit ressortir, en fait, du lot. Tu parles de ressortir, ça m'amène à ton prochain point dans les notes que tu m'as envoyées. Euh, Est-ce que, puis là, on va parler du Québec, mais pour ceux qui nous écoutent à l'extérieur de la province, c'est une réflexion à avoir aussi sur votre propre marché, là où vous êtes, etc. Puis il peut y avoir des réalités qui sont communes avec ça, mais toi, puis avec l'expérience qu'on a, on peut se poser la question par rapport au Québec spécifiquement, mais tu poses la question sur le fait que les marques en ce moment, on les incite à être moins conservateurs, d'être un peu plus, d'approcher la création de contenu un petit peu différente, mais ça n'a pas l'air facile. C'est pas facile à faire, malgré le fait que c'est dans les meilleures pratiques qui devraient être implémentées, d'être un peu moins conservateur. Mhm. Ben, ce qui est difficile au Québec, c'est que c'est petit et tout le monde se regarde. Je pense qu'on a tendance à nous-mêmes se créer un frein parce qu'on n'a pas la capacité dans notre quotidien, je veux dire, pas en faisant une recherche marketing, mais dans notre quotidien, de voir que notre univers pourrait être beaucoup plus large, beaucoup plus éclaté. Euh, on va dire, bon, ben, prenons l'exemple des produits financiers. Ultimement, il y a cinq banques majeures au Canada. Donc, on a seulement 5 exemples, par exemple, pour se dire, OK, ben, Hmm. voici ce qui est le standard de l'industrie. Alors que si on regarde, par exemple, ce qui se fait en Europe, il y a des affaires complètement champ gauche. Je pense que les dirigeants ici feraient une crise cardiaque. Mais parce qu'on est dans un marché qui est plus petit, parce Mhm. qu'on est dans notre bulle nord-américaine aussi, surtout en Amérique du Nord, on a tendance à beaucoup se regarder parce qu'on a des très grandes entreprises ici, ben on va se dire, ah ben, on pourrait pas faire plus de toute façon. On n'a pas cette ouverture d'esprit de se dire, c'est possible de faire plus. Il y a plus qui existe. Mhm. Et donc, c'est là qu'on se met cette espèce de barrière en se disant, ah ben, écoute, c'est tellement impossible parce que j'ai jamais vu personne le faire que je pourrais pas aller là. Et aussi, et ça c'est un comportement que moi j'ai vu, j'ai travaillé beaucoup aussi en Europe, j'ai travaillé en Amérique du Sud. C'est très québécois, je vais le dire malheureusement, c'est très québécois de toujours vouloir trouver des comparables pour justifier qu'est-ce qu'on peut faire. Donc Quelquefois, oui. on peut être meilleur, mais qu'est-ce que le voisin va dire? Tu sais, on n'est jamais, on défonce la porte, ou très rarement. Et c'est là que nous, on peut se dire, on a des plateformes qui le permettent aujourd'hui, où la compétition est tellement forte pour l'attention, puis la compétition vient pas seulement du Québec, on peut avoir des contenus qui arrivent de partout dans le monde s'ils sont intéressants. Mais peut-être que c'est notre tour aussi d'aller défoncer certaines portes, puis d'arrêter de regarder le voisin, parce que le voisin, il est juste pas là. Ou il y a tellement peu de voisins que si tout le monde a sa maison verte, ben on va penser que c'est le standard, mais à 1 heure de char d'être là, il y a des maisons bleues, puis on ne le savait pas. Hmm. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant ça, parce que, tu sais,
Moi, dans certains de mes algorithmes, là, donc dépendant des plateformes, il y a certaines plateformes où j'ai à peu près pas de contenu justement locaux du Québec parce que la compétition est tellement forte et puis peut-être que les types de contenus avec lesquels je me suis engagé ou sur lesquels j'ai porté attention, ben, ils étaient pas d'ici. Puis là, tout d'un coup, ça élargit. Donc, le spectre est très large quand on parle de compétition. Mais le besoin est bien réel quand on parle de créativité. Puis, tu le disais quand tu citais un peu des fois des réponses qu'on peut avoir, c'est pas nécessairement en plus, je pense que c'est carrément à la place de. C'est ça. Mais on est tellement, dans certains cas, certaines entreprises qui vont avoir plus de difficultés à faire ce type de test-là, parce que ça revient à des tests, là. Si on pourrait en faire on Absolument. pourrait parler 1 heure totalement sur la notion et l'importance de tester puis d'avoir une Absolument. attitude puis une culture de test, mais cette créativité-là, c'est comme si elle devait se faire en plus. Là. Il faut garder nos acquis. Mais en réalité, si on veut avancer, il faut carrément remplacer certaines choses. Non, puis je pense qu'on a beaucoup tendance à créer du contenu, encore une fois, pour nos dirigeants, plus que pour nos usagers. Hmm. Puis c'est normal aussi, je veux dire, on est une entreprise, on est sérieux, ou on cherche à garder une certaine crédibilité, puis on veut établir des paramètres clairs, mais des fois, justement, ces paramètres-là sont trop clairs, ils sont pas assez flexibles, ou notre carré de sable est trop petit, notre élastique est pas assez large, vous prendrez l'analogie que vous voudrez. Mais il faut penser qu'ultimement, on parle d'une personne à part entière qui a des émotions, qui vit des moments, qui cherche une connexion, qui prend le temps de se coucher sur son divan pour relaxer de sa journée, puis c'est là qu'elle va voir notre contenu peut-être. Puis nous, on est en train de lui fournir quelque chose qui a passé 3, 4 paliers d'approbation et qui Mhm. ultimement, parce qu'on n'a pas, puis je reviens à cette notion-là, parce qu'on n'a pas de comparable réel ou parce que justement, on essaye toujours de rester pas trop différent, ben, ressemble à tout ce qu'on a déjà vu. Donc, si on prend la notion de 278 contenus qu'on se met 1 heure et demie, ben là, à ce moment-là, s'il y en a 3 qui se ressemblent, le quatrième, je ne le regarderai pas. Donc, Ouais, puis c'est en lien là, avec tu m'avais envoyé 7 points, puis le sixième, c'est est-ce que les entreprises, les organisations elles-mêmes se mettent trop de barrières? Puis tu parlais d'un petit one-pager qui peut voler puis vivre à l'intérieur d'une organisation, mais euh, on recommande souvent de trouver des façons de défaire ces barrières-là, mais il y a un peu il y a un peu il y a un peu de frein derrière ça. je pense que l'important, c'est d'établir qui on est en termes de voix, comme qui on est en termes de personne. On a des valeurs, on a une voix comme personne, mais après, on est multidimensionnel comme humain. Et c'est ce qui devrait l'être aussi pour les marques, c'est-à-dire que je porte pas toujours du noir, puis je porte pas toujours des jeans. Tu sais. Des fois, je m'habille en soude, puis des fois, je suis en short. Mais c'est la même chose. C'est tant qu'on me reconnaît à travers la voix, tant qu'on me reconnaît, si ce soit mon humour ou si ce soit mon propos, après, la forme que j'habille, le message que je veux communiquer à travers les vêtements que je porte ou dans le cas, dans le contenu que je produis, ça peut être différent. Il y a toujours une base forte à établir. Tu sais, puis c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec nos clients. Tu le sais, Alex, on essaie d'établir une voix forte. C'est qui notre archétype, c'est quoi nos valeurs. Puis une fois qu'on a ça, normalement, c'est assez simple après d'aller briser certaines conventions, de se dire, ah non, non, on mettrait jamais quelqu'un devant la caméra. Mais si on sait qu'on veut prendre une personne de telle façon, qui a telle valeur, puis on peut la mettre devant la caméra à ce moment-ci. Mhm. Donc souvent, on essaye de garder des habitudes qu'on avait avant parce qu'il y a eu des faux pas. Mais aujourd'hui, puis ça revient encore sur l'importance de tester, mais aujourd'hui, les faux pas coûtent beaucoup moins cher qu'ils coûtaient avant. Tu sais, il fut une époque, ben, si j'imprime un pamphlet, puis je fais du publi-postage, je viens de perdre 20 000 si j'ai fait un faux pas, puis ça marche pas. Une petite erreur, Mais ouais. une petite erreur, Coquille ou quelque chose, ouais. exactement. Alors qu'à l'inverse, aujourd'hui, je fais un TikTok, il y a 300 vues, c'est pas grave, on passe au prochain, c'est correct. Mhm. Les usagers aussi le savent. Ils sont dans cet univers de je préfère qu'ils se trompent, mais qu'ils veulent connecter avec moi,
Oui, ils acceptent. Mais ils ont la capacité de passer à autre chose aussi assez facilement. Donc, par définition, ils se rendront pas tant compte que ça, que c'était une grosse erreur, ou si ce l'était pas dans le fond, mais ça les affecte pas tant que ça. Ils réussissent. On les a pas pris captifs devant une mauvaise publicité, par exemple, comme on peut, Exactement. dans le passé, avoir souvent eu cette impression de dire, mon Dieu, que je suis tanné de l'avoir, cette mauvaise pub-là. Et là, il y a un impact réel. Exactement. All right. Dernier point. On revient un peu sur la notion Québec, hors Québec et tout, là, juste pour clore un peu la conversation. Tu mentionnes que, justement, dans cette façon d'aborder les choses, il y a des entreprises qui voient le français comme une barrière pour rentrer au Québec, ou comment tu associes un peu barrière à la langue et Québec là, dans tes notes? Ben, ce que je dis, c'est que on a une culture qui est unique et souvent, quand on essaie de rentrer dans le marché québécois, on va penser à faire de l'adaptation sans nécessairement penser à faire de la création Hmm. directement au Québec. Puis, si je nous ramène un peu plus haut même, un des objectifs principaux, que ce soit dans le Culture Report de YouTube ou dans le Culture Report de TikTok, c'est de créer des niches, ou même sur Facebook. Facebook a des groupes Facebook très, très nichés, où les gens se partagent des intérêts super, super pointus, genre fan du crochet, ou il y avait fan de lait versus Mhm. détesteur de la tomate. En tout cas, il y a des groupes pour tout. Oui. Ça existe, détesteur de la tomate, vous le cherchez. C'est Donc, vrai? ouais. Mon Dieu. Donc, ces niches-là, on a la possibilité de bien les exploiter. Et nous, au Québec, on a la chance d'être une niche dans le marché nord-américain. On a la chance d'avoir une langue commune qui nous est propre. On a la chance d'avoir des référents culturels qui sont très, très différents de ceux au Canada anglais, par exemple. Si on pense aux influenceurs de Sunwing, c'est super québécois comme niche. Tu vas en Ontario, puis personne ne sait c'est qui ces gens-là. Donc, ce genre de niche-là, les plateformes le cherchent, ils veulent de plus en plus. Et c'est difficile à créer de façon... c'est difficile à reproduire, mais nous, on a la chance de l'avoir, d'être existant. Donc, moi, ce que je dis, c'est embrace it. Si vous êtes une marque pan-canadienne, embrace la culture du Québec. Mhm. Venez prendre l'expertise locale pour qu'on aille chercher ces références super nichées. Tu sais, tous les jokes de Le cœur à ses amours, c'est bientôt le 2034, c'est bientôt l'année de lancement du Romano Fafard. Ce genre de joke-là, ce genre de référent-là qu'on peut venir chercher, c'est le holy grail des plateformes parce que c'est niché, ça vient créer des conversations. Donc, ça, les plateformes le cherchent, le veulent, puis nous, on a une opportunité unique ici au Québec de l'exploiter. Donc, quoi de mieux que de le faire? J'aime ça. J'aime ça comme forme de conclusion. Je reprends tes 7 points. Ces meilleures pratiques-là qui sont dures ou pas toujours bien implémentées. La première, c'est d'être conscient de la multidimensionnalité des usagers et des audiences qu'on veut rejoindre. Le deuxième, c'est vraiment exploiter le mieux possible les fonctionnalités de toutes les plateformes sur lesquelles on est. Le troisième, réfléchir ces contenus sous forme de storytelling, donc d'avoir une continuité à travers les différents contenus qu'on va produire sur un sujet X ou Y. Le quatrième, d'être conscient de la compétition qui n'est pas seulement limitée à notre marché, à notre industrie, à notre verticale. Le cinquième, oser en termes de créativité. Ça aussi, c'était assez intéressant. Sixième, ben, travailler à l'interne à défaire un peu les barrières qui peuvent nous limiter sur les 5 autres points ci-dessus. Mhm. Il y a de la politique des fois à faire, puis c'est difficile. Et le dernier, ben, c'est vraiment de vraiment aller travailler avec les gens puis les équipes créatives dans un milieu X, dans ce cas-ci le Québec, ou dans une région X ou Y, parce qu'il y a des référents qui sont très positifs et ce qui est qui peuvent être très positifs. Et pourquoi ils sont positifs? Parce que, puis tu l'as dit, les algorithmes sont friands de ça, ils recherchent ça. Donc, 7 points, 7 meilleures pratiques qui sont difficiles à implémenter parfois, dépendant, pardon, des organisations dans lesquelles on est. Ben, merci beaucoup, Fab. Merci à toi. C'est toujours fascinant. Moi, je sais qu'on pourrait en parler pendant 2, 3 heures. S'il y en a qui écoutent ça et qui se disent, hey, mon Dieu, ça me parle ces choses-là, c'est des défis qu'on a, c'est des choses qu'on a.
faites-nous signe chez Toast, que ce soit au niveau de la stratégie, que ce soit au niveau de l'opérationnalisation de tout ça, ou que ce soit au niveau de la production, ben on n'est jamais bien loin. Alors, ça nous fera plaisir de vous donner un coup de main là-dessus. N'hésitez pas. On est facile à trouver. Donc, merci beaucoup, Fabrizio. Merci. À très bientôt. Moi, je sais que toi et moi, on va se voir très bientôt, c'est sûr. Et puis, ben, pour tout le reste, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt pour un autre rendez-vous, 1 heure avec Toast.